Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours la lecture d'Elle et lui de George Sand. Donc c'est tout simplement Thérèse et Laurent qui sont un couple. Et puis là, clairement, ils sont en train de se livrer leurs 4 vérités. Donc on a lu tout à l'heure donc la révélation assommante de Laurent et voyons voir ce que Thérèse répond. En attendant, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à vous installer confortablement et puis à passer un excellent moment en ma compagnie dans Voyage au bout de la nuit. Laurent, pâle, amer, tour à tour ironique et furieux, les cheveux en désordre, la chemise déchirée et le front ensanglanté, était si effrayant à voir et à entendre que Thérèse sentit tout son amour se changer en dégoût. Elle était si désespérée de la vie de cet instant qu'elle ne songea pas seulement à avoir peur. Muette et immobile sur le fauteuil où elle s'était assise, elle laissait couler ce torrent de blasphème. Et tout en se disant que cet insensé était capable de la tuer, elle attendait avec un dédain glacial et une indifférence absolue le paroxysme de son accès. Il se tut quand il n'eut plus la force de parler. Alors elle se leva et sortit sans lui avoir répondu une syllabe et sans jeter sur lui un regard. Oui, donc parfois, la riposte s'exprime aussi par le silence. Et c'est ce qu'elle a fait. Laurent valait mieux que ses paroles. Il ne pensait pas un mot de tout ce qu'il avait dit d'atroce à Thérèse durant cette affreuse nuit. Il le pensait dans ce moment-là, ou plutôt, il parlait sans en avoir conscience. Il ne se rappela rien quand il eut dormi dessus, et si on le lui eût rappelé, il eût tout désavoué. Mais il y avait une chose vraie, c'est que pour le moment, il était là de l'amour élevé, et aspirait de tout son être aux funestes enivrements du passé. C'était le châtiment de la mauvaise voie qu'il avait prise en entrant dans la vie. Châtiment bien cruel sans doute, et dont on conçoit qu'il se plaignit avec énergie. Lui qui n'avait rien prémédité et qui s'était jeté en riant dans un abîme d'où il croyait pouvoir aisément sortir quand il voudrait. Mais l'amour est régi par un code qui semble reposer, comme les codes sociaux, sur cette terrible formule. Nul n'est censé ignorer la loi. Tant pis pour ceux qui l'ignorent, en effet. Que l'enfant se jette dans les griffes de la panthère, croyant pouvoir la caresser, la panthère ne tiendra compte de cette innocence. Elle dévorera l'enfant parce qu'il ne dépend pas d'elle de l'épargner. Ainsi les poisons, ainsi de la foudre, ainsi du vice, agents aveugles de la loi fatale que l'homme doit connaître ou subir. Il ne resta dans la mémoire de Laurent, au lendemain de cette crise, que la conscience d'avoir eu avec Thérèse une explication décisive et le vague souvenir de l'avoir vue résignée. Tout est peut-être pour le mieux, pensa-t-il en la retrouvant aussi calme qu'il l'avait quittée. Il fut pourtant effrayé de sa pâleur. « Ce n'est rien, lui dit-elle tranquillement. Ce rhume me fatigue beaucoup, mais ce n'est qu'un rhume. Cela doit faire son temps. » « Eh bien, Thérèse, lui dit-il, qu'y a-t-il d'établi dans nos rapports à présent? Y avez-vous réfléchi? C'est vous qui déciderez. Devons-nous nous quitter avec dépit ou rester ensemble sur le pied de l'amitié comme autrefois? Mais je n'ai aucun dépit, répondit-elle. Restons amis. Demeurez ici si vous vous y plaisez. Moi, j'achève mon travail et je retourne en France dans 15 jours. Mais d'ici 15 jours, dois-je aller demeurer dans une autre maison? Ne craignez-vous pas qu'on en jase? Faites ce que vous jugerez à propos. Nous avons ici nos appartements indépendants l'un de l'autre. Le salon seul est commun. Je n'en ai aucun besoin, je vous le cède. Et non, c'est moi qui vous prie de le garder. Vous ne m'entendrez pas aller et venir. Je n'y mettrai jamais les pieds si vous me le défendez. Mais je ne vous défends rien, répondit Thérèse, sinon de croire un seul instant que votre maîtresse puisse vous pardonner. Quant à votre amie, elle est au-dessus d'une certaine sphère de désillusion.
Elle espère encore pouvoir vous être utile et vous la retrouverez toujours quand vous aurez besoin d'affection. » Elle lui tendit la main et s'en alla travailler. Laurent ne la comprit pas. Tant d'empire sur elle-même était une chose qu'il ne pouvait s'expliquer, lui qui ne connaissait pas le courage passif et les résolutions muettes. Il crut qu'elle comptait reprendre son empire sur lui et qu'elle voulait le ramener à l'amour par l'amitié. Il se promit d'être invulnérable à toute faiblesse, et pour être plus sûr de lui-même, il résolut de prendre quelqu'un à témoin de la rupture consommée. Il alla trouver Palmer, lui confia la malheureuse histoire de son amour et ajouta « Si vous aimez Thérèse comme je le crois, mon cher ami, faites que Thérèse vous aime. Je ne peux pas en être jaloux, bien au contraire. Comme je l'ai rendue assez malheureuse et que vous serez excellent pour elle, j'en suis certain, vous m'ôterez par là un remords que je ne tiens pas à conserver. » Laurent fut surpris du silence de Palmer. « Est-ce que je vous offense en vous parlant comme je le fais ?» lui dit-il. « Telle n'est pas mon intention. J'ai de l'amitié pour vous, de l'estime et même du respect si vous voulez. Si vous blâmez ma conduite dans tout ceci, dites-le moi. Cela vaudra mieux que cet air d'indifférence ou de dédain. » Je ne suis indifférent ni au chagrin de Thérèse ni au vôtre, répondit Palmer. Seulement, je vous épargne des conseils ou des reproches qui viendraient trop tard. Je vous ai cru fait l'un pour l'autre. Je suis persuadée à présent que le plus grand bonheur et le seul que vous puissiez vous donner l'un à l'autre, c'est de vous quitter. Quant à mes sentiments personnels pour Thérèse, je ne vous reconnais pas le droit de m'interroger. Et quant à ceux que, selon vous, je pourrais parvenir à lui inspirer, c'est, après ce que vous venez de me dire, une supposition que vous n'avez plus le droit d'émettre devant moi, et encore moins devant elle. « C'est juste, » reprit Laurent d'un air dégagé, « et j'entends fort bien que parler, ce que parler veut dire. Je vois que maintenant je serai de trop ici, et je crois que je ferai aussi bien de m'en aller pour ne gêner personne. » Il partit, en effet, après de froids adieux à Thérèse et s'en alla tout droit à Florence avec l'intention de se jeter dans le monde ou dans le travail, selon son caprice. Il éprouvait une douceur souveraine à se dire « Oh, je ferai ce qui me passera par la tête sans que personne ne souffre ou s'en inquiète. » Le pire des supplices, quand on n'est pas plus méchant que je ne le suis, c'est d'être fatalement entraîné à voir une victime. Allons, je suis libre enfin, et le mal que je pourrais faire ne retombera que sur moi. Sans doute, Thérèse eut le tort de ne pas lui laisser voir combien était profonde la blessure qu'il lui avait faite. Elle eut trop de courage et de fierté. Puis, elle avait entrepris cette cure d'un malade désespéré. Elle eût dû ne pas reculer devant les grands remèdes et les opérations cruelles. Il eût fallu faire saigner abondamment ce cœur en délire, l'accabler de reproches, lui rendre injure pour injure et douleur pour douleur. En voyant le mal qu'il avait fait, Laurent se serait peut-être rendu justice lui-même. Peut-être la honte et le repentir eussent-ils sauvé son âme du crime d'y tuer l'amour de sang-froid. Mais après 3 mois d'inutiles efforts, Thérèse était rebutée. Devait-elle donc tant de dévouement à un homme qu'elle n'avait jamais désiré asservir, qui s'était imposé à elle malgré sa douleur et ses tristes prévisions, qui s'était attaché à ses pas comme un enfant abandonné pour lui crier « Emmène-moi, garde-moi ou je vais mourir là, au bord du chemin ». Et cet enfant la maudissait d'avoir cédé à ses cris, à ses pleurs. Il l'accusait d'avoir profité de sa faiblesse pour l'enlever au plaisir de la liberté. Il s'éloignait d'elle, respirant à pleine poitrine en disant « Enfin, enfin !» Puisqu'il est incurable, pensait-elle, à quoi bon le faire souffrir? N'ai-je pas vu ce que je ne pouvais rien? Oui, que je ne pouvais rien. Ne m'a-t-il pas dit et presque prouvé, hélas, que j'étouffais son génie en voulant détruire sa fièvre? Quand je croyais être venue à bout de le dégoûter des excès, n'ai-je pas vu qu'il en était plus avide? Quand je lui ai dit
retourne au monde. Il a craint ma jalousie et il s'est jeté dans la débauche mystérieuse et grossière. Il est revenu ivre avec ses habits déchirés et du sang sur la figure. Le jour du départ de Laurent, Palmer dit à Thérèse : « Eh bien, mon ami, que voulez-vous faire ? Dois-je courir après lui ? » ?»« Non, certes, répondit-elle. Je le ramènerai peut-être. »« J'en serais désolée. »« Vous ne l'aimez donc plus ? » ?»« Non, plus du tout. » Il y eut un silence. Après quoi, Palmer, rêveur, reprit : « Thérèse, j'ai une nouvelle très grave à vous annoncer. J'hésite parce que je crains de vous causer une grande émotion de plus, et vous n'êtes guère disposée. Je vous demande pardon, mon ami. Je suis horriblement triste, mais je suis absolument calme et préparée à tout. Eh bien, Thérèse, apprenez que vous êtes libre. Le comte de, je ne sais pas, n'est plus. »« Je le savais, répondit Thérèse. Il y a 8 jours que je le sais. »« Et vous ne l'avez pas dit à Laurent ? » ?»« Bah non. »« Pourquoi ? » ?»« Mais parce qu'à l'instant même, il se fut fait en lui une réaction quelconque. Vous savez comme l'imprévu le bouleverse et le passionne. De 2 choses l'une. Ou il lui imaginait qu'en lui faisant part de ma nouvelle situation, je voulais l'éprouver, et l'effroi d'un lien avec moi eût exaspéré son aversion, ou il se fut tourné tout à coup de lui-même vers l'idée du mariage dans un de ces paroxysmes de dévouement qui s'emparent de lui, et qui durent. Juste un quart d'heure pour faire place à un profond désespoir ou une colère insensée. Le malheureux est assez coupable envers moi. Il n'était pas nécessaire de jeter un appât nouveau à sa fantaisie, un motif de plus à votre parjure. À son parjure, pardon. Vous ne l'estimez donc plus ? Oh, je ne dis pas cela, mon cher Palmer. Je le plains et ne l'accuse pas. Peut-être une autre femme le rendra-t-elle heureux et bon. Moi, je n'ai pas pu faire ni l'un ni l'autre. Il y a probablement de ma faute, autant que de la sienne. Quoi qu'il en soit, il est bien prouvé pour moi que nous ne devions pas et que nous ne devons plus chercher à nous aimer. Et maintenant, Thérèse, ne songerez-vous pas à tirer davantage de la liberté qui vous est rendue ? Mais quel avantage puis-je en tirer ? Vous pouvez vous remarier et connaître les joies de la famille. Mon cher Dick, j'ai aimé 2 fois dans ma vie. Et vous voyez où j'en suis. Il n'est pas dans ma destinée d'être heureuse. Il est trop tard pour chercher ce qui m'a fui. J'ai 30 ans. C'est parce que vous avez 30 ans que vous ne pouvez vous passer d'amour. Vous venez de subir l'entraînement de la passion et c'est précisément l'âge où les femmes ne peuvent s'y soustraire. C'est parce que vous avez souffert, c'est parce que vous avez été mal aimé que l'extinguible soif du bonheur va se réveiller en vous et vous conduire peut-être de déception en déception dans des abîmes plus profonds que celui d'où vous en sortez. Bon, j'espère que non. Oui, sans doute, vous espérez. Mais vous trompez, Thérèse. Il faut tout craindre de votre âge, de votre sensibilité surexcitée et du calme trompeur où vous plonge un moment d'abattement et de lassitude. L'amour vous cherchera, n'en doutez pas, et à peine rendu à la liberté, vous allez être poursuivi et obsédé. Votre isolement tenait autrefois en respect les espérances de ceux qui vous entouraient, mais à présent que Laurent vous a peut-être fait descendre dans leur estime, tous ceux qui se tenaient pour vos amis vont vouloir être vos amants. Vous inspireraient des pressions violentes, et s'il n'en trouvera d'assez habiles pour vous persuader. Enfin, Palmer, vous me jugez perdue parce que je suis malheureuse. Mais voilà qui est fort cruel, et vous me faites vivement sentir combien je suis déchue. Thérèse mit ses mains sur sa figure et pleura amèrement. Palmer la laissa pleurer, voyant que les larmes lui étaient nécessaires. Il avait provoqué le dessein à ce déchirement. Quand il la vit apaisée, il se mit à genoux devant elle. « Thérèse, lui dit-il, je vous ai fait beaucoup de peine, mais vous devez absoudre mon intention. Thérèse, je vous aime, je vous ai toujours aimée. Non avec une passion aveugle, mais avec toute la foi et tout le dévouement dont je suis capable. Je vois plus que jamais en vous une noble existence gâtée et brisée par la faute des autres. Vous êtes déchu aux yeux du monde, en effet, mais non aux miens. Au contraire, votre tendresse pour Laurent m'a prouvé que vous étiez femme. Et je vous aime mieux aussi qu'armée de pieds
oh là là. Et je vous aime mieux aussi qu'armé de pied en cap contre toutes les faiblesses humaines, comme je me le persuadais auparavant. Écoutez-moi, Thérèse. Je suis un philosophe, moi. C'est-à-dire que je consulte la raison et la tolérance, plus que les préjugés du monde et les subtilités romanesques du sentiment. Dussiez-vous devenir la proie des plus funestes égarements, je ne cesserai pas de vous aimer et de vous estimer, parce que vous êtes de ces femmes qui ne peuvent être égarées par le cœur. Mais pourquoi faut-il que vous tombiez dans ces désastres ? Il est bien certain pour moi que si vous rencontriez dès aujourd'hui un cœur dévoué, tranquille et fidèle, exempt de cette maladie que l'âme qui font quelquefois les grands artistes et souvent les mauvais époux, un père, un frère, un ami, un mari, enfin, vous seriez à jamais préservé des dangers et des malheurs de l'avenir. Eh bien, Thérèse, j'ose dire que je suis cet homme-là. Je n'ai rien de brillant pour vous éblouir, mais j'ai le cœur solide pour vous aimer. J'ai une confiance absolue en vous. Du moment que vous serez heureuse, vous serez reconnaissante, et reconnaissante, vous serez fidèle et à jamais réhabilitée. Dites oui, Thérèse. Consentez à m'épouser. Et consentez-y tout de suite, sans effroi, sans scrupule, sans fausse délicatesse, sans méfiance de vous-même. Je vous donne ma vie et ne vous demande que de croire en moi. Je me sens assez fort pour ne pas souffrir des larmes que l'ingratitude d'un autre vous a fait verser encore. Je ne vous reprocherai jamais le passé et je me charge de vous faire l'avenir si doux et si sûr que jamais le vent d'orage ne viendra vous arracher de mon sein. Palmer parla longtemps, ainsi avec une abondance de cœur que Thérèse ne lui connaissait pas. Elle essaya de se défendre de la confiance, mais cette résistance était, suivant Palmer, un reste de maladie morale qu'elle devait combattre en elle-même. Elle sentait que Palmer disait la vérité, mais elle sentait aussi qu'il voulait assumer sur lui une tâche effrayante. « Non, lui disait-elle, ce n'est pas moi que je crains. Je ne peux plus aimer Laurent, et je ne l'aime plus, mais le monde, mais votre mère, votre patrie, votre considération, l'honneur de votre nom. Je suis déchue, vous l'avez dit et je le sens. Ah, Palmer, ne me présez pas ainsi. Je suis trop épouvantée de ce que vous voulez affronter pour moi. » Le lendemain et le jour suivant, Palmer insista avec énergie. Il ne laissa pas respirer Thérèse. Du matin au soir, seul avec elle, il multiplia les forces de sa volonté pour la convaincre. Palmer était un homme de cœur et de premier mouvement. Nous verrons plus tard si Thérèse eut raison d'hésiter. Ce qui l'inquiétait, c'était la précipitation avec laquelle Palmer agissait et voulait la forcer d'agir en s'engageant à lui par une promesse. « Ne craignez mes réflexions, lui disait-elle. Vous n'avez donc pas en moi la confiance dont vous vous vantez. »« Je crois en votre parole, répondit-il. La preuve, c'est que je vous la demande, mais je ne suis pas forcée de croire que vous m'aimez puisque vous ne répondez pas sur ce fait, et vous avez raison. Vous ne savez pas encore quel nom donner à votre amitié. Quant à moi, je sais que c'est de l'amour que j'éprouve et que je ne suis de ceux qui hésitent à voir clair en eux-mêmes. L'amour est en moi très logique. Il veut fortement. Il s'oppose donc aux mauvaises choses, aux mauvaises chances, quand vous pouvez lui faire courir en vous jetant dans les réflexions et les rêveries où, malade comme vous voilà, vous ne verrez peut-être pas bien vos véritables intérêts. Thérèse se sentait presque blessée quand Palmer lui parlait de ses intérêts à elle. Elle voyait trop d'abnégation chez Palmer et ne pouvait souffrir qu'il la crût capable de l'accepter sans vouloir y répondre. Tout à coup, elle eut honte d'elle-même dans ce combat de générosité, où Palmer se livrait tout entier sans exiger autre chose que de faire accepter son nom, sa fortune, sa protection et l'affection de sa vie entière. Il donnait tout, et pour toute récompense, il la priait de songer à elle-même. L'espoir revint donc au cœur de Thérèse. Cet homme, qu'elle avait toujours cru positif et qui affectait encore naïvement de l'être, se révélait être sous un aspect si imprévu que son esprit en était frappé. Et comme ranimé au milieu de son agonie, c'était
comme un rayon de soleil au sein d'une nuit qu'elle avait jugée devoir être éternelle. Au moment où, injuste et désespérée, elle allait maudire l'amour, il la forçait de croire à l'amour et de regarder son désastre comme un accident dont le ciel voulait le dédommager. Palmer, une beauté froide et régulière, se transfigurait à chaque instant sous le regard étonné, incertain et intendri de la femme aimée. Sa timidité, qui donnait à ses premières ouvertures quelque chose de rude, faisait place à l'expansion, et pour s'exprimer avec moins de poésie que Laurent, il n'en arrivait que mieux à la persuasion. Thérèse découvrit l'enthousiasme sous cette écorce un peu âpre de l'obstination, et elle ne put s'empêcher de sourire avec attendrissement en voyant la passion avec laquelle il prétendait poursuivre froidement le dessein de la sauver. Elle se sentit touchée et ne laissa arracher la promesse qu'il exigeait. Tout à coup, elle reçut une lettre d'une écriture inconnue, tant elle était altérée. Elle eut même peine à déchiffrer la signature. Elle parvint cependant, avec l'aide de Palmer, à lire ces mots. « J'ai joué, j'ai perdu, j'ai eu une maîtresse, elle m'a trompée, je l'ai tuée, j'ai pris du poison, je me meurs. Adieu, Thérèse. » Signé Laurent. Et c'est ainsi que s'achève donc cette lecture d'Elle et lui de George Sand. Et donc pour continuer, pour connaître la suite de ce roman, eh bien c'est tout simplement dans une prochaine lecture de Voyage au bout de la nuit sur C8. À très vite.